donc ce sujet 1, il est intéressant, il est compliqué, pas tellement dans la forme au final. Enfin, en fait, le terme de large perspective historique peut poser problème, c'est-à-dire on n'a pas de quantificateur, c'est-à-dire est-ce qu'on commence au 19e, est-ce qu'on commence au 20e, est-ce qu'on commence plus tôt, parce que les étudiants doivent savoir que la première banque centrale, c'est la Banque centrale de Suède qui a été créée en 1668. Donc, est-ce que le large perspective historique nous fait remonter jusqu'à cette date-là, ou est-ce qu'en fait on doit se cadrer sur une période beaucoup plus précise. Moi, je conseille aux étudiants de garder quand même le 19e siècle, puisque c'est normalement le cadre du programme de SH, il est cadré pour démarrer au 19e siècle, même si évidemment on voit des éléments qui sont avant le 19e siècle. Mais déjà qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, évidemment, il fallait plutôt se centrer sur une période précise. Ensuite, le terme, il n'y avait pas tellement de termes qui posaient problème, puisque les banques centrales, c'est un terme qui est générique et qui doit être connu de tous les étudiants de classe préparatoire, notamment à travers le chapitre de la monnaie et à travers le chapitre de la politique monétaire. Les économies développées, c'est pareil, c'est un terme que tous les étudiants doivent connaître. Alors après, à savoir comment on le définit précisément, on peut se servir d'indicateurs comme le niveau de développement avec l'IDH, avec le PIB, voilà, on peut se servir de plein d'indicateurs, mais au final, je trouve que ce sujet n'est pas très compliqué dans la forme, c'est après dans le niveau de détail et dans le fond que les divergences et que les différences de notes vont se jouer très clairement, quoi. C'est très clair et on te remercie pour ça, Léo. C'est vrai que nous, on a amorcé un sondage ce matin sur Mister Prépa. À peu près 2 tiers des candidats auraient choisi ce sujet 1 portant sur les banques centrales, qui est un sujet, je pense, un petit peu plus rassurant parce que le SMI, forcément, est directement dans le vif du sujet. On ne maîtrise pas, on est un petit peu dans la merde. Mais c'est vrai que pour cette année, on va dire, pour les sujets écrits comme, ce qui est assez étrange, on va dire, du moins peu commun par rapport à la tradition des CRICOM d'avoir toujours un sujet sphère réelle et un sujet sphère monétaire. Cette année, il y a 2 sujets portant sur la sphère monétaire. C'est arrivé il y a quelques années, mais c'est quand même quelque chose de relativement rare. Autrement dit, les étudiants qui n'avaient pas de connaissances sur le SMI, chapitre de deuxième année, ou sur les banques centrales, quand même qui englobent la majorité du chapitre de première année, étaient un petit peu en difficulté. Et c'est vrai que justement, tu l'as très bien relevé, la perspective historique logiquement, on la commence au 19e siècle, du moins sur l'ensemble des sujets écrits comme c'est toujours dans cette optique-là et on va dire dans cette perspective-là qu'on l'amorce. Mais après, ce qui aurait pu être intéressant, c'est justement faire une accroche sur la Banque de Suède qui a été créée au XVIIe siècle. Là, pour le coup, ça aurait fait mouche de directement introduire là-dessus. Quels sont les termes directement qu'on identifie? Il y a le rôle, il y a banque centrale, il y a économie développée. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous définir ces thèmes-là, Léo, et nous expliquer un petit peu dans quel angle on aurait pu les avoir? D'accord. En ce qui concerne la définition, bon, après, je vais rappeler en fait des définitions que normalement tout le monde est censé avoir. Donc, large perspective historique, moi j'ai décidé de commencer le sujet donc au 19e, comme tu l'as dit, pour centrer un peu plus le sujet, parce que je pense qu'il y avait déjà énormément d'informations depuis le 19e, pardon, et que si on commençait à aller prendre jusqu'au 17e siècle dans le développement, ça aurait été très compliqué à hiérarchiser et faire un plan avec ça. Donc, je pense que large perspective historique, on peut prendre le 19e siècle et notamment le système de l'État noir comme base du sujet pour partir de l'État noir jusqu'au système d'aujourd'hui. La Banque centrale, pour donner une définition rapide, c'est une institution publique qui normalement gère la monnaie d'un pays ou d'un groupe de pays, qu'on parle de la Banque centrale européenne notamment, et qui contrôle la masse monétaire. On sait que la principale mission d'une banque centrale, c'est normalement la stabilité des prix. Mais justement, une question intéressante à se poser, c'est est-ce que, au fur et à mesure de l'histoire, au fil de l'histoire, est-ce que ce rôle central a toujours été le même? Est-ce qu'il a toujours occupé la même place? Est-ce que la stabilité des prix est toujours le seul objectif d'une banque centrale, ou est-ce que justement on a une diversification des objectifs avec le temps et avec les contextes spatiaux différents? C'est-à-dire qu'on sait par exemple que la Fed n'a pas exactement la même politique que la BCE, donc préciser ce genre de choses-là. Ça, c'est pour une définition voilà, très, très brève. C'est celle d'ailleurs qui a été adoptée par l'Eurosystème, donc qui est l'organisme en Europe qui s'occupe de la politique monétaire notamment. Donc voilà. Ensuite, sur le rôle, moi j'ai décidé de prendre un peu la référence théâtrale. C'est-à-dire, on sait qu'un rôle au théâtre, c'est ce que doit faire un acteur en réalité. Mais donc, moi, l'idée que j'ai essayé de développer dans l'article de Mister Prepa, justement dans l'analyse, c'est de dire si la pièce de théâtre, c'est l'économie, que l'acteur, c'est la banque centrale, mais en fait, le rôle, c'est clairement les missions de la banque centrale dans l'économie. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire très clairement? La stabilité des prix, la stabilité financière, l'aide active à l'économie. Aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose d'important dans une troisième partie,
le financement de grands projets comme la transition écologique, qui sont des questions très actuelles dans le cœur même du rôle des banques centrales. Donc voilà à peu près pour ça. Et en ce qui concerne les économies développées, j'ai décidé de le définir par l'idée que dans un pays développé, normalement, une bonne partie, voire toute la population a accès à des ressources permettant de satisfaire ses besoins vitaux. Et j'ai essayé de reprendre aussi la référence à Rostow dans ses étapes de la croissance économique, où il dit qu'en fait, la dernière étape du développement, c'est l'ère de consommation de masse. Et donc, a priori, toutes les économies développées sont dans cette ère de consommation de masse, et donc définir ce terme comme ça. Après, on peut caractériser des pays, très clairement, mais ça, c'est pas mal. C'est très clair. Et je pense aussi ce qui est demandé et ce qui est attendu par les correcteurs sur ce sujet-là, c'est aussi d'identifier et d'étudier, parce qu'encore une fois, on s'interroge. Donc là aussi, on va aussi étudier ce terme-là, on s'interroge et on s'interroge sur le rôle. Et de fait, si on s'interroge sur le rôle, ce qui va être intéressant de constater, c'est d'étudier l'évolution. Est-ce que l'évolution, le rôle, enfin du moins le rôle de la Banque centrale, de quelle manière il a évolué? Est-ce que dans tous les pays développés, il a évolué de la même manière? Est-ce que son rôle est différent? Et encore une fois, comme Léo l'a dit, la banque centrale, et laquelle qu'elle soit, on va dire, dans les différentes zones géographiques dans lesquelles elle opère, a pour rôle initial, pour acte, on va dire, principal, objectif principal de contrôler la masse monétaire qui est émise dans un pays. Mais derrière, le sujet, c'est de voir justement, est-ce que le rôle de la Banque centrale ne va pas au-delà de ce simple contrôle et de cette mission qui est initialement fixée. C'est justement ce qu'on va évoquer ici pour aller un petit peu plus dans l'analyse de ce sujet-là. Léo, comment toi, tu l'aurais traité? Par quel, on va dire, grand axe tu l'aurais amorcé? Bon, très clairement, c'est vrai que moi, je pensais directement à un plan historique, même si parfois les correcteurs n'aiment pas ce plan-là. C'est vrai qu'on parle d'évolution. Donc forcément, moi j'ai envie de parler de plan historique là-dessus, en montrant qu'au 19e, puis au 20e, alors il y a différentes périodes dans le 20e qu'il faudra analyser, puis au 21e, on n'a plus exactement les mêmes politiques en fait, en fonction des changements de paradigme économique. C'est-à-dire qu'au départ, clairement, les banques centrales, l'objectif des banques centrales, c'est d'assurer la stabilité des prix, d'assurer la stabilité externe de la valeur de la monnaie, c'est-à-dire de faire que la monnaie garde la même valeur et ne se déprécie pas ou ne se dévalue pas par rapport à l'or, notamment dans le système de l'état-noir, avant de montrer qu'en fait, de plus en plus, la Banque centrale va avoir des missions dans l'économie réelle. À mon avis, il y a un tournant quand même qui est la crise de 1929. On voit très bien que, à partir de cette crise-là, on voit que la Banque centrale est capable d'assurer plus la stabilité financière et est capable d'agir dans l'économie réelle. En fait. Là où avant on pensait que la sphère monétaire était séparée de la sphère réelle, on se rend compte avec la crise de 1929 et avec le courant keynésien notamment, qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux et que donc au final la Banque centrale peut agir en économie. Et en fait, montrer qu'après cette période-là qui dure à peu près de la crise de 29 jusqu'au premier choc pétrolier, en gros ce capitalisme fordiste comme le nomme Michel Aguilera, on voit clairement le paradigme néolibéral qui reprend le dessus, avec un Milton Friedman notamment qui va dire, ben non, en fait, vous voyez bien que la politique, le rôle de la Banque centrale n'est pas d'agir en économie, parce qu'on a vu ce que ça a donné le premier choc pétrolier, mais enfin, ça a donné l'inflation et la stagflation liées au premier choc pétrolier, plus exactement. Et en fait, de dire, ben voilà, le rôle premier de la Banque centrale, ça doit être la stabilité des prix, ça doit être fait par l'indépendance des banques centrales, qui est une question importante. Et donc, en fait, on retrouve ce courant ce courant monétariste qui va influencer notamment la mise en place de la Banque centrale européenne. C'est-à-dire qu'on voit très clairement l'influence de ce courant-là sur la Banque centrale européenne, qui a une cible d'inflation très stricte et qui la respecte aussi de manière très stricte. Et ensuite, avec la crise de 2008, qui n'était pas censée arriver selon ces mêmes économistes, on voit un changement de paradigme dans le rôle des banques centrales, où on voit de nouveau une banque centrale qui intervient plus, avec de nouvelles contraintes, des contraintes de liquidité qu'on ne connaissait pas forcément avant, donc avec de nouvelles politiques, le quantitative easing, le qualitative easing, etc. Et donc, jusqu'à arriver aujourd'hui, où avec le Covid, on voit quand même une idée qui commence à s'installer, qui est celle de nouveau rôle de la banque centrale, avec le intéressant qui en gros est un débat entre la théorie monétaire moderne, pour ceux qui l'ont vu, et le courant beaucoup plus néoclassique, nouveau classique, qui va dire que effectivement, on est toujours dans l'état qui doit respecter la stabilité.
C'est assez complet et aussi je pense que ce qui peut être intéressant, et en tout cas c'est l'objet aussi d'une question qui nous a été posée, et là pour le coup je pense qu'il peut y avoir débat, c'est est-ce qu'on peut finalement faire des parties par rapport aux différentes économies développées, et ici Marie nous évoque on va dire les trois grands axes avec la triade du coup, donc plus on va dire un côté d'Asie orientale, un autre qui est plus axé sur l'Europe et un autre qui est plus axé sur on va dire l'Amérique du Nord avec la Fed. Donc honnêtement, ça peut être intéressant de traiter le sujet de cette manière-là, mais après, le problème qu'il y a, c'est que on risque de rentrer dans quelque chose de redondant, et là où je pense ce qui peut porter préjudice à traiter un sujet de cette manière-là, c'est qu'en fait, on ne peut pas directement établir de comparaison entre deux banques centrales, là où je pense que justement, dans les économies développées, l'idée, c'est de prendre plusieurs exemples, plusieurs perspectives historiques, comme c'est forcément évoqué, mais en fait de prendre plusieurs exemples et aussi de les faire montrer et de les faire entrer en conflit, parce qu'il y a des banques forcément les pays qui sont en développement, qui ont eu, on va dire, un état de pays développé, par exemple, au début du 21e siècle, n'ont pas eu les mêmes problématiques que les pays qui étaient déjà développés, avec justement une logique qui s'est plus axée ici sur des thématiques environnementales, ou alors de faire grossir, on va dire, leur puissance en termes de monnaie. Justement, Léo, toi, après, donc tu amorces, on va dire, cette partie-là avec un débat théorique comme tu l'as évoqué ici. Et justement, après, on arrive à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, avec notamment, après tout ce qui s'en est suivi, la globalisation financière des années 80. Et après, on arrive vers une autre bulle, la bulle Internet, et l'explosion de cette bulle-là au début des années 2000. Comment tu évolues un petit peu dans ce sujet et sur le rôle, on va dire, des banques centrales à ce niveau-là? Mais moi, comme je l'ai dit, hein, j'ai surtout une perspective historique. Pour reprendre juste la question, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est très intéressant de comparer le rôle des banques centrales qui n'est pas le même dans tous les pays. Comme je l'ai dit en introduction, l'objectif de plein emploi pour la Fed est beaucoup plus important que le même objectif pour la BCE. Donc on voit que même à la même période, dans le même paradigme, on peut dire, il y a quand même des divergences de rôle de banque centrale entre les différents pays. Maintenant, effectivement, comme tu le disais, en faire un plan, ça peut être compliqué. Déjà, ne serait-ce que pour qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, en fait. Est-ce qu'on a forcément beaucoup de choses à dire dans notre programme sur la politique monétaire chinoise? C'est pas forcément. Et le rôle de la Banque centrale en Chine, c'est très intéressant. Si un élève arrive à développer 2 ou 3 arguments sur ce rôle-là, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple et le plus conventionnel, on va dire. Ensuite, tu me disais donc au 21e siècle, en fait, le rôle de la Banque centrale, c'est ça que tu veux. Ouais, c'est ça, exactement. Mais en fait, c'est ce que j'essayais de te dire avant, c'est-à-dire qu'on a une période jusqu'à, on va dire, la crise de 2008, même s'il peut y avoir débat, de ce qu'on appelle une grande modération, c'est-à-dire qu'il semble qu'on n'ait plus de crise. Et cette modération, la politique monétaire de stabilité des prix, où la Banque centrale ne s'occupe que de ça, en fait. Et à partir du moment où on a la crise de 2008, on a l'invalidation de la politique de la Banque centrale souhaité par le monétarisme. C'est-à-dire qu'on va avoir un changement. En gros, ce que pensaient les monétaristes, c'est qu'en ayant la stabilité des un souci de son, Léo, bouge pas. Normalement, je pense qu'il faut juste que la voix se recale sur toi. Ouais, c'est bon, vas-y, reparle. Est-ce que c'est bon? Parfait. Super. Donc en fait, les monétaristes et les démocrates pensent qu'en ayant la stabilité des prix, on a la stabilité financière. Donc en fait, le rôle de la Banque centrale, c'est d'avoir la stabilité des prix, d'assurer la stabilité des prix, et comme ça, on aura la stabilité financière. Ce que nous montre la crise de 2008, c'est que clairement, ça ne suffit pas d'avoir la stabilité des prix pour avoir la stabilité financière. Et donc en fait, c'est clairement le mouvement de 2008 qui va nous faire dire qu'il y a un changement de paradigme, et donc le rôle des banques centrales redevient beaucoup plus actif avec, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des plans de quantitative easing pour lutter contre la crise qui est apparue du fait de la faiblesse théorique en fait du rôle de la banque centrale chez les monétaristes en réalité. Donc au final, on voit que tu as toujours des moments, ça c'est la théorie de la régulation qui le dit, il y a toujours des moments où on a un changement de paradigme. On voit que de 1920 donne certaines visions du rôle de la Banque centrale, puis qu'ensuite de 80 non. Un petit bug du côté de Léo là, qui est en train de revenir avec nous. Là, dans un instant, ça va être bon normalement. C'est bon, Léo qui est à nouveau avec nous.
Donc non, et juste pour terminer, pour dire qu'en fait, à chaque fois, à chaque moment, chaque grande crise, au final, on a un changement de paradigme qui a une influence sur le rôle de la Banque centrale. Donc, vous pouvez avoir assez bien ce plan en termes de théorie de la régulation, c'est-à-dire Michel Guattari, Robert Boyer, pour montrer qu'à chaque fois qu'il y a une grande crise de régulation, on a un changement de paradigme en termes de rôle de la Banque centrale. Justement, là, une question qu'on a eue de Léo aussi, c'est assez marrant, qui nous a dit est-ce qu'il fallait mobiliser l'équation d'Irving Fisher? Absolument, là pour le coup, c'est complètement approprié, pas de stress pour ceux qui ne l'ont pas fait, il n'y a pas de souci, encore une fois, c'est assez subjectif, ça demeure une dissertation. Une question de Tao, hyper intéressante, Tao 3V, qui nous a dit peut-on faire une sous-partie sur la Banque centrale ayant pour objectif, pour rôle, pardon, de garantir la confiance en la monnaie, justement en reprenant les différents objectifs qu'il peut y avoir. Léo, qu'en penses-tu et comment répondrais-tu à Tao de ce point de vue-là? En fait, oui, bien sûr, hein, c'est bien d'en parler. Je pense que ça a complètement à voir avec la stabilité des prix, en fait. C'est-à-dire que quand on aborde cet objectif de stabilité des prix, en fait, et de stabilité interne, donc l'inflation, et externe, ne pas avoir une monnaie qui se dévalue, on a clairement l'idée derrière que la Banque centrale doit être capable de garantir la confiance à la monnaie, parce que sinon, en fait, on n'a pas de stabilité externe, et in fine, on ne va pas avoir de stabilité interne si on n'arrive pas à ancrer les anticipations d'inflation des agents économiques. Donc, en fait, je pense que dans cette partie ou cet argument sur la stabilité des prix, on pouvait avoir un bon moment sur effectivement la Banque centrale qui doit garantir la confiance, puisque c'est en garantissant la confiance qu'elle garantira la valeur et interne et externe de sa monnaie. Et donc qu'elle garantira son objectif, qu'elle réussira son rôle, qui est la stabilité de la valeur de la monnaie. Et on arrive vers une dernière partie, du coup une partie qui est beaucoup plus actuelle sur ce nouveau rôle que pourrait avoir la Banque centrale avec justement une perspective beaucoup plus orientée sur l'actualité où on voit justement, enfin principalement la BCE qui s'oriente davantage vers des problématiques, des thématiques environnementales. Est-ce que c'est une des seules, on va dire, banques centrales qui va le faire? Est-ce que d'autres vont le faire? C'est justement quelque chose qui est hyper intéressant d'analyser ici et encore une fois de mettre en exergue des comparatifs entre différentes banques centrales et encore une fois entre économies développées mais à différentes échelles. Est-ce que les économies développées de maintenant vont être les mêmes que les économies développées d'ici 2050? C'est quelque chose aussi qui est hyper intéressant d'analyser ici. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Léo, sur ce nouveau rôle que peut avoir la Banque centrale avant de passer directement au sujet portant sur le SMI? Et n'hésitez pas, encore une fois, parenthèse, à poser toutes vos questions directement en commentaire si besoin. Encore une fois, si tu veux, quand tu parles de nouveau rôle, il y a plein de choses à dire en fait. Le tout, c'est d'avoir le temps. On sait bien qu'en 4 heures, on l'a vécu aussi. En 4 heures, on n'a pas le temps de tout dire. Donc en fait, moi, je suis bien gentil, je suis en train de dire plein de choses qui sont dans le sujet. Mais il y a sans doute trop de choses pour les candidats. Donc en fait, on va parler de choses et surtout, il ne faut pas vous inquiéter si vous ne les avez pas mis. Le Bien tout, sûr. c'est d'avoir un développement qui se tient. C'est ça qu'on note. Maintenant, par exemple, on pouvait parler du nouveau rôle qui est plus complexe post-Covid de la Banque centrale, puisque on a une sorte d'incohérence entre stabilité des prix et stabilité financière. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui une inflation qui en remonte, et donc normalement on est censé, dans ce but-là, le rôle de la Banque centrale, c'est de réaugmenter les taux d'intérêt, ce qui s'est fait aux États-Unis. Et bien en fait que là, on met en danger la stabilité financière, parce qu'on voit bien la crise de la Silicon Valley Bank, on voit bien l'idée que si on augmente les taux d'intérêt, l'endettement des États devient de moins en moins soutenable. Donc en fait, ce qui aurait été intéressant de mentionner ici, c'est pourquoi pas la complexification du rôle de la Banque centrale entre deux objectifs qui aujourd'hui peuvent paraître contradictoires. Et donc au final, quel choix on fait et comment entre guillemets, elle se dépatouille de tout ça, la Banque centrale, puisqu'elle a des objectifs qui sont compliqués à joindre. C'est ce qu'on appelle au final la situation de dominance soit budgétaire si c'est pour les États, soit de marché si c'est pour les entreprises comme la Silicon Valley Bank. Donc ça pouvait être un élément. Deuxième élément, comme tu l'as dit, c'est le financement de grands projets comme la transition écologique. Ça, il y a de plus en plus de chercheurs et de personnes qui travaillent dans les banques centrales. Et là, je pense à l'ancien directeur de la Banque d'Angleterre qui s'appelle Mark Carney, qui avait fait un très beau discours sur effectivement la nécessité d'intégrer le risque écologique dans le rôle de la Banque centrale, puisque ça représentait un risque pour la stabilité financière. Donc là, effectivement, on pourrait dire que le rôle de la Banque centrale, c'est aussi d'agir par des plans de financement massif dans les secteurs environnementaux. Le problème, c'est toujours pareil, c'est dans les traités aujourd'hui, c'est interdit puisque la Banque centrale n'a pas le droit de modifier les prix relatifs en fonction d'un secteur donné. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais dans le futur, c'est évidemment ce vers quoi, a priori, on se tourne, avec notamment, il y avait une référence qui est intéressante sur ce sujet-là,
c'est le dernier livre d'Éric Monet qui s'appelle La Banque Providence, dans lequel il essaye de remodeler l'hypothèse d'indépendance de la Banque Centrale Européenne, notamment, parce qu'il parle de cette banque en particulier, pour montrer que, en repensant cette notion d'indépendance, on peut avoir clairement une banque centrale qui agit dans l'intérêt collectif, mais qui agit aussi pour le financement de la transition écologique. Donc c'est possible, et c'est potentiellement un rôle futur de la Banque centrale, mais on n'est pas encore. Enfin, ça, c'est à mon avis le dernier argument qui pourrait mobiliser en copie, parce qu'on n'est pas du tout sûr encore, mais c'est un argument d'ouverture assez intéressant. Merci Léo. Erdos qui nous pose la question suivante. Salut, c'est bien si on a mis la règle de Taylor et parler de l'union bancaire dans la BCE aussi pour stabilité financière. Est-ce que c'est un élément à mobiliser, Léo? Bien sûr, et en fait, ça rejoint un point qui est plus global. Tu disais au début que les sujets étaient assez étonnants au final parce qu'on avait deux sujets qui étaient sur la sphère monétaire. En fait, ils sont étonnants parce qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir ces thèmes-là, mais quand on les regarde, on se dit que c'est logique, puisqu'avec la nouvelle réforme des ECG, il était clairement affiché l'objectif d'avoir plus de technicité dans les sujets, d'avoir plus de macroéconomie, de microéconomie. Donc évidemment, là, ce candidat qui a mobilisé la règle de Taylor, il sera fortement valorisé, puisque maintenant on sait que de plus en plus dans les copies, toute utilisation d'un modèle, donc là sur ces sujets clairement ISLM, ISLMBP, de la règle de Taylor, de la règle de Fisher, je crois qu'on a parlé tout à l'heure, tous ces éléments-là seront des éléments fortement valorisés et différenciants dans les copies, ça c'est sûr.